Cette vidéo a pour but de vous apprendre un peu le binaire et une introduction à la programmation en C. Pourquoi le binaire? Parce que je veux que vous compreniez vraiment un peu comment fonctionne la mémoire avant d'arriver à programmer en C avec des variables simples. Donc, juste s'introduire un peu au binaire. Le binaire, c'est la plus petite unité d'information. En fait, tout se mesure dans la vie. On peut mesurer une quantité de lumière en lumens. On peut calculer la distance entre deux villes en kilomètres. On peut mesurer la vitesse du vent aussi en kilomètres heure. On peut une tension électrique en volts, ampérage. Donc, il y a toutes sortes d'unités de mesure. Mais de l'information, comment ça se mesure, une information? Est-ce qu'une information est plus petite ou est plus grande qu'une autre? L'unité de mesure, c'est le bit. C'est la plus petite unité de mesure. Un bit, ça équivaut à une switch que vous voyez présentement à l'écran, qui peut être à 1 ou à 0. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de binaire en informatique, parce que la plus petite unité d'information, le bit, peut mémoriser une valeur qui a deux possibilités. Soit il y a du courant électrique dans le fil, soit il n'y en a pas. Donc, soit c'est 0, soit c'est 1. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Soit c'est oui ou non. Donc, vous comprenez le principe. Donc, c'est pour ça qu'on va dire qu'un bit d'information, c'est une unité de mesure qui représente très peu d'informations. Ça peut être la lumière est allumée ou la lumière est éteinte. Donc, je pourrais très bien avoir un code avec vous basé, je pourrais m'installer dans le noir à quelque part et m'entendre avec vous que quand je vais allumer ma lampe de poche et que vous allez voir la lumière, ben, c'est le signal pour faire telle action et on pourrait communiquer euh, comme ça avec une lampe de poche, avec un seul bit d'information. Donc, je pourrais dire, ben, au moment où je vais éteindre ma lampe de poche, ben, t'arrêtes ce que tu faisais. Donc, on pourrait communiquer à distance comme ça avec une lampe de poche, avec juste un bit d'information. Puis, je pourrais même utiliser ma lampe de poche pour allumer deux, trois fois même, hein, pour avoir un code, un signal lumineux un peu plus complexe, en envoyant un bit à la fois, comme le Morse par exemple. On pourrait se donner à chaque seconde, j'allume, j'éteins, j'allume, je reste allumé, j'éteins, je reste éteint, j'allume. Et avec un code d'un bit à la fois comme ça, comme le code Morse, on pourrait communiquer ensemble et c'est des choses qui ont déjà existé. Et la façon de calculer euh, la quantité d'informations que peut contenir une unité, c'est de regarder combien il y a de bits et on fait 2 exposant le nombre de bits, comme ici. 2 parce qu'on est en binaire. Il y a deux, en fait, c'est parce qu'il y a deux possibilités. Deux possibilités sur une switch, sur un bit. 2 exposant un, ça fait 2. Donc, il existe deux possibilités. Donc, soit 0, on est éteint, ou 1, on est allumé. Je pourrais avoir deux bits d'information ensemble pour faire des choses un peu plus complexes. Et puis, ben, une serait allumée, l'autre serait éteinte. Et là, ici, étant donné que j'en ai deux, mon calcul mathématique serait 2 encore, parce que j'ai deux possibilités sur chacune de mes switches, exposant 2 bits d'information. Donc 2 exposant 2, ça fait 4. J'ai 4 possibilités. Donc soit que les deux sont éteintes, soit que les deux sont allumées, soit que celle de gauche est éteinte, mais celle de droite allumée, ou celle de gauche est allumée, mais celle de droite est éteinte. C'est les quatre seules possibilités que je vais pouvoir faire avec 2 bits d'information. Si par contre j'avais 3 bits d'information, eh bien là, j'aurais 2 parce que chaque bit a deux possibilités. Donc, on part toujours de 2, le système binaire. Exposant 3 bits. 2 exposant 3, ça fait 8. Alors ici, donc, au début, j'avais 2, 4, 8. Deux possibilités. Mais si j'ai 2 bits, j'en ai 4.
Si j'ai 3 bits, j'en ai 8. Pourquoi j'en ai 8? Parce que les 3 pourraient être éteintes. Lui, on va lui donner la valeur 1, 2 et 4. Donc, si 1 est allumé, il est le seul à être allumé, ça équivaut à 1. Ici, j'ai le bit numéro 1 et le bit numéro 2 qui sont allumés. Donc, 2 plus 1, ça fait 3. Mon bit numéro 4, s'il était allumé, ça serait 4 plus 2 plus le 1, ça ferait 7. Et s'ils sont tous éteints, ça fait 0. Donc, on peut avoir un système ici à 3 bits. Si on le traduisait en numérique, on pourrait mémoriser un chiffre de 0 à 7. Parce qu'il y a 8 possibilités. Donc, de 0 jusqu'à 7. Et puis, ce qu'on va beaucoup utiliser, nous, en informatique, c'est l'octet. Un octet, parce qu'on parle souvent de bytes ou d'octets. Un octet, c'est un rassemblement de 8 bits. Donc, c'est rare qu'on utilise les bits directement. On va plutôt utiliser les octets. On utilise les bits 8 à la fois. Et 2 exposant 8, ça fait 256. Alors, ça nous donne 256 possibilités sur chaque octet qu'on utilise. 256 possibilités, ça voudrait donc dire un chiffre de 0 à 255. Mais qu'est-ce qui arrive si on voudrait avoir un chiffre négatif? Je voudrais aussi mémoriser des nombres négatifs. À ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est que le premier bit ici, on va s'en servir pour mémoriser le signe. Donc, par exemple, si notre bit est à 0, on pourrait dire que les 7 autres bits sont positifs. Et si le bit est à 1, ben les 7 autres seraient un chiffre. Par contre, ils seraient négatifs. Donc, souvent, quand on va voir sur 8 bits non signés, on va l'appeler comme ça, 8 bits non signés, ça veut dire que mes 8 bits, je n'en réserve pas pour un signe. Je prends les 8 bits en entier pour le nombre. Alors là, j'ai de 0 à 255. Mais si jamais je me réserve un bit, donc supposons que j'ai un octet signé, je vais l'utiliser comme ça veut dire que je vais réserver un bit pour mémoriser est-ce que le nombre est positif ou négatif. Puis là, c'est moi qui vais choisir de. Ben, je vais pas le choisir, ça a déjà été fait en fait, là. Vous n'allez pas le choisir, mais ça a déjà été décidé. Il y a une convention qui fait en sorte que quand le bit est comme ça, ben, il est à off, le nombre est positif. Et quand il est comme ça, il est à on, donc c'est l'inverse. Mais là, à ce moment-là, ça veut dire qu'il nous reste que 7 bits pour mémoriser notre chiffre. Ce qui fait en sorte que sur un octet signé, on va pouvoir se permettre des valeurs de moins 128 à plus 127. On a quand même 256 possibilités, mais au lieu d'être tous dans le positif, ben là, il y a un décalage vers le négatif. Et là, quand vous programmez en C, c'est vous, comme programmeur, qui choisissez en fonction des besoins de la cause. Si je prends par exemple, j'ai besoin de mémoriser l'âge de quelqu'un, l'âge d'une personne, c'est jamais négatif. Alors, j'ai pas besoin de réserver un bit pour le signe. Euh, je vais toujours être dans le positif. Le plus petit chiffre que je peux avoir pour l'âge de quelqu'un, c'est 0. Donc, ça donne rien d'avoir des chiffres négatifs. On peut à ce moment-là se réserver un octet en mémoire, capable de mémoriser un chiffre entre 0 et 256, parce que c'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité que l'âge d'une personne dépasse 120 quelques années. Ça, alors ça devrait suffire comme ça. Par contre, si je veux mémoriser, par exemple, la température, la température extérieure, ben oui, des fois ça peut tomber dans le négatif. Il peut faire -12, surtout au Canada où j'habite. C'est des choses qui arrivent régulièrement. Il peut faire -20, -23 degrés Celsius. Alors, si je veux faire un logiciel qui est basé sur la météo, ben, je dois, moi, comme programmeur, me souvenir qu'il est possible que j'ai des chiffres négatifs. Et là, je vais utiliser des variables signées.
Et puis, je vais savoir un peu comment j'utilise ma mémoire adéquatement pour faire des programmes et comprendre moi-même quand je programme, qu'est-ce que je fais. Et là, je suis pleinement en contrôle de mon programme. Alors, si on regarde un peu maintenant, que représente un gig d'information, voici une barrette de mémoire. Et là, j'ai pris en exemple une barrette d'un gig. Il est possible dans votre ordinateur, vous ayez 8 gigs de mémoire. Mais c'est quand même pour donner une idée qu'un gig, ça représente 8 milliards 500 millions et même plus de bits. Donc, c'est 1 point quelques milliards d'octets. Mais quand on multiplie par 8, parce que chaque octet a 8 bits, ça nous donne 8 milliards 500 millions de bits environ. Alors, des possibilités, ben, vous pouvez faire deux exposant ce chiffre-là, multiplié par le nombre de gigs que vous avez, etc. là. Ben, bref, vous comprenez que les possibilités sont infinies, là. C'est énorme ce qu'on peut faire avec un gig de RAM, sans compter que vous pouvez avoir 4 Tera de disque dur, bon, etc. Les possibilités sont tellement immenses en informatique. Donc, voilà. Quand on lance un programme, notre programme est en binaire et tout ça, il est chargé en mémoire. Et quand notre programme est chargé en mémoire, c'est le système d'exploitation, en fait, qui va distribuer ou nous allouer un segment de mémoire. Et nous, on va devoir travailler dans ce segment-là qui nous appartient ou qui nous a été prêté, bref, le temps de nos exécutions. Et quand on définit des variables, par exemple, si je veux mémoriser l'âge d'une personne ou la température à l'extérieur, je vais me définir deux variables. Et puis, il y a une variable âge qui va être à quelque part là-dedans. C'est le système d'exploitation qui va il va peut-être m'installer ici, puis ma température va être juste à côté. Peut-être que la prochaine fois, je vais être dans un autre segment. C'est pas tellement important de savoir où on est exactement. On laisse le système d'exploitation gérer ça. On nous installe là et c'est de là comme ça qu'on fait nos opérations. En plus tarder, on va regarder un petit peu en C différents types de variables avec lesquels on va regarder aujourd'hui. On a ici, j'ai déjà débuté le programme. J'ai inclus stdio.h. J'ai mon main. La fonction main en C, c'est ce qui est lancé lorsqu'on démarre le programme. Et puis, je vais afficher combien d'octets utilise une variable de type char. Donc, combien d'octets en mémoire j'ai besoin de réserver quand je fais une variable de type char. Un short, un int, un float, un double. Parce que, par exemple, je pourrais ici dire âge, ou justement unsigned int âge. Donc, j'ai une variable âge. Et une variable, c'est quoi? Une variable, c'est une zone en mémoire à qui on a donné un nom. On l'a appelé âge. Parce que s'il fallait nommer tout le temps les adresses de la mémoire, bon, on s'y perdrait. Puis de toute façon, notre programme peut être démarré à un endroit en mémoire plutôt qu'un autre. L'adresse peut changer à l'occasion. On laisse le système d'exploitation nous mettre en mémoire. Et on dit au système d'exploitation ici, réserve-moi un entier. Un entier, on va voir ici combien d'octets ça nous donne. Et puis ici, je vais modifier un petit peu mon programme. Je vais écrire que ça, c'est un char. Ça, c'est un short. Ça, c'est un int. Que le int soit signé ou non signé, comme je l'expliquais tantôt, il utilise la même quantité de mémoire. C'est juste que le premier bit va être réservé pour le signe. Un float, combien ça occupe d'espace en mémoire sur la machine sur laquelle je suis. Il est possible des fois que ces valeurs-là peuvent changer sur certains types d'infrastructures. IBM crée une infrastructure Power
pourrait avoir une longueur d'entier différente d'une architecture Intel, par exemple, 32 bits ou 64 bits. Donc, mais un bon programmeur, pas un bon programmeur, mais un best practice, une pratique, les bonnes pratiques à adopter, c'est de ne pas prendre pour acquis que vous savez euh, la quantité de mémoire occupée par un int. C'est plutôt de vous baser sur ce que le système vous dit. Comme ça, si vous compilez votre programme un jour sur un autre ordinateur, votre programme va prendre à ce moment-là la bonne mesure de cet ordinateur-là, ce qui fait en sorte que votre programme est portable et fonctionne partout où vous allez. Donc, on appelle ça un best practice de le faire de cette façon-là. Donc ici, j'en ai pas besoin, mais je le fais juste pour l'apprentissage. Donc, je pourrais plus tard là, vouloir avoir une variable non signée pour mémoriser l'âge de quelqu'un ou une variable signée dans laquelle j'aurais la température, par exemple. Sign int, où là j'aurais la température. Ici, je pourrais dire âge égale 4 et température égale moins 3. Printf, âge égale %d. %d qui permet d'afficher, printf premièrement qui permet d'afficher à l'écran en donnant un format. Entre guillemets, ici, je mets ce que je veux, mais étant donné que j'ai quelque chose qui peut, ici, là, le âge égal, c'est fixe, mais ici, ça peut varier en fonction de l'âge de la personne. À ce moment-là, je mets un formatage et je mets la variable plus loin, qui est la variable âge. Donc, le système, ce qu'il va faire, c'est qu'il va m'afficher tout ça à l'écran. Quand il va rencontrer le D, il va aller voir le paramètre que je lui ai passé. Il va aller à l'adresse en mémoire que j'ai nommée âge et il va prendre le chiffre 4 parce que c'est le chiffre 4 que j'avais mis en mémoire à ce moment-là. Et puis printf température égale %d. Donc ça va être un int lui aussi. Donc si j'exécute ça maintenant, il devrait nous afficher combien d'octets utilise un char sur cette machine-là. Un short, un int, un float, un double. Ensuite, on crée deux variables en mémoire. En fait, une bonne pratique, c'est de le faire au début. Au début, on fait nos assignations comme ça, ou notre réservation de... On définit toutes nos variables au début. Ensuite, on débute notre programme. Donc, notre programme, c'est le suivant. Printf. Donc, voyons voir comment ça va se comporter. Ici, j'ai oublié les points-virgules. À ne pas oublier. Un char, ça occupe un octet en mémoire. 8 bits. Donc, s'il est non signé, une valeur de 0 à 255. Un short, ça occupe 2 octets en mémoire. Je n'ai pas par cœur de combien à combien, mais ça va être 2 exposant 16, parce qu'étant donné qu'on a 2 octets, on se rappelle qu'un octet c'est 8 bits, alors 2 octets c'est 16 bits, ça va être 2 exposant 16. Donc si vous voulez savoir c'est de combien à combien, ben, vous avez 15, au lieu d'avoir 16 bits, en non signé, vous avez 16 bits, donc 2 exposant 16. Mais en signé, vous avez un bit de moins, donc 15, ou 2 exposant 15. De plus à moins. Le int, un entier, c'est 4 octets en mémoire. Donc vous voyez que j'ai déclaré ma variable âge qui pourrait contenir des valeurs allant jusqu'à des milliards, parce que là, 4 octets, c'est beaucoup de... C'est un chiffre énorme qu'on peut mettre là-dedans. J'aurais pas besoin d'autant de mémoire pour conserver l'âge d'une personne.
ou les conditions météo à l'extérieur. Il ne fera pas moins 24 milliards ou plus 33 milliards, là, je veux dire. C'est comme si j'avais réservé beaucoup trop de mémoire pour le peu que je veux faire. Mais j'ai le droit de réserver. Hein, c'est un peu comme prendre un camion pour transporter une seule carotte. Si on a juste une carotte à transporter, oui, on peut prendre un camion, mais ça peut-être plus approprié d'y aller en bicyclette, par exemple. Donc, on- quand on commence à programmer, on a tendance à pas trop se préoccuper de la mémoire, mais sur le plan professionnel, le jour où c'est vous qui allez développer un site web et que c'est vous qui allez payer pour la mémoire puis pour la consommation CPU d'une machine qui est dans le cloud, vous allez vouloir payer le moins cher possible en prenant le moins de mémoire possible puis le moins de CPU. Et là, vous allez devoir vous forcer un peu pour dire, bon, ben ouais, j'ai peut-être pas besoin d'autant de mémoire, là. Je vais en consommer un peu moins parce que c'est moi là, qui paye pour la mémoire ou le CPU. Un double, donc c'est un float mais en double précision. Ah, ben, c'est vrai que pour les besoins de la cause, un char, on va généralement contenir un seul octet, généralement un caractère du genre A ou C ou Z. Un short, ça va être généralement un petit shift qui aurait pu être bon justement pour mon âge, ma température, le nombre de litres de carburant que ma voiture consomme si je suis en train de faire un programme qui calcule les litres de carburant lors d'un déplacement, par exemple. Un float, ça va être un nombre avec des décimales. Comme par exemple, quand on parle d'argent, ben là, on va utiliser des floats. Parce que là, on parle de 4,25 plus un article en magasin à 15,72 ou le salaire de quelqu'un multiplié par 37 heures et demie, multiplié par son taux horaire de X dollars et 25 l'heure. Donc là, on va y aller avec un float. Et un double, ben c'est l'équivalent d'un float, mais beaucoup plus gros et avec généralement une meilleure précision dans les fractions. Donc, on va peut-être utiliser ça un peu plus si on fait quelque chose de très, très précis. Par exemple, on est en train de faire un logiciel pour un arpenteur et l'arpenteur veut y aller au millième de millimètre près quand il mesure un terrain. Je ne connais pas l'arpentage, mais c'est très hypothétique mon affaire. Mais là, on aurait besoin d'une plus grande précision. Il y aurait d'autres applications scientifiques, là, l'épaisseur d'une molécule quelconque. On est en train de faire un programme pour un biologiste et lui a besoin de stocker des informations très, très précises en termes de petites décimales. On va peut-être vouloir utiliser des doubles à ce moment-là. Et ici, on voit que âge égale 4 et température moins 3. C'était les valeurs que j'avais mis en mémoire. Sachant que j'utilise beaucoup trop de mémoire maintenant, il n'y a rien qui m'empêche ici de dire je vais y aller avec un short. Donc j'utilise maintenant moins de mémoire. Mon programme va fonctionner encore. Mon programme fonctionne encore. Âge égale 4, température égale 3. Par contre, au lieu d'utiliser un int, donc chaque variable occupait 4 octets en mémoire. Maintenant, chacune de mes variables occupe 2 octets chacun. Donc, il faut vous imaginer sur ma barrette d'un gig que je montrais tantôt, à quelque part, le système d'exploitation m'a alloué 2 octets et quand je veux m'y référer, je m'y réfère via la variable que j'ai appelée âge et il m'a réservé un peu plus loin dans la mémoire un autre bloc de 2 octets. Et quand je veux me référer à ce bloc-là de 2 octets, j'y réfère via une variable que j'ai appelée température. J'aurais très bien pu l'appeler A et B. Mais quand vous faites un programme, si vous appelez tout A et B, vous allez finir par pas vous souvenir quelle lettre contient quelle valeur. Alors, c'est peut-être bien de donner des noms significatifs.
Voyons voir maintenant les différentes opérations mathématiques qu'on peut faire sur, sur des variables de ce genre-là. Je vais y aller avec âge égale âge plus 1. On voit ça régulièrement. La personne, c'est sa fête aujourd'hui. Donc, son âge égale son âge actuel plus 1. Donc, c'est la façon de dire maintenant, cette personne-là a changé d'âge. On va essayer maintenant. Son, son âge est maintenant. Et puis là, on va voir quel âge cette personne-là a maintenant. Donc, son âge est maintenant 5. Ici, on avait âge égale 4. Son âge est maintenant 5. Donc, c'est une façon d'incrémenter, une façon de dire, va me chercher ce que j'avais mémorisé à l'emplacement mémoire que j'ai nommé âge, ramène-le-moi, prends cette valeur-là, ajoute 1 et va la remettre à cet endroit-là. Alors, l'ordinateur va prendre le chiffre 4, il va mettre 5 et il va aller porter 5 à cet endroit-là en mémoire. C'est un peu ce qui se passe au niveau de la programmation. Je pourrais aussi écrire A plus égale 1. Donc, plus égale, c'est l'équivalent de dire incrémente de 1. Donc, je vais dire plus égale 5. Donc, dans 5 ans maintenant. Donc, prends la valeur qui est déjà là et va y ajouter 5. Donc, j'ai 5 à cet endroit-là parce que là, ici, j'étais à 4. Je suis devenu à 5. Je vais aller y ajouter un autre 5. Alors, c'est l'équivalent de dire, ben, je m'en vais là-bas, je vais lui ajouter 5. Donc, maintenant, son âge devrait être 10. Une autre façon de faire, on pourrait dire simplement A++. A++, c'est l'équivalent de âge égale âge plus 1. Là où il y a une petite différence, c'est qu'au lieu de trimballer l'octet d'information via le bus sur le motherboard pour l'amener dans un registre, faire le calcul mathématique et réacheminer vers la mémoire, c'est qu'on va directement aller post-incrémenter la variable en mémoire. Donc, c'est un peu plus rapide, ça prend moins de cycles d'horloge. Donc, c'est un peu plus rapide, puis, mais le résultat est le même. Je vais rester à un niveau de base, là. Je suis en train de me rendre compte, peut-être que j'en explique un peu trop pour un niveau débutant. Mais en gros, A++, on, on ajoute 1 à A. Donc, on avait 4, on devient à 5, on devient à 10, on devrait tomber à 11. Une autre façon de faire, serait plus A. Au lieu de A++, on peut aussi écrire ++A. A++, c'est une post-incrémentation, alors que ++A, c'est une pré-incrémentation. Ici, la façon que j'ai écrit mon code, ça ne change pas grand-chose. Alors, je vais l'écrire un peu différemment. Je vais écrire ici, parce qu'on pourrait le faire en une seule ligne. Pré-incrémente âge, donc fais l'addition ici avant de faire l'instruction qui est ici. Donc, fais celle-là en premier pour l'incrémenter, et ensuite, tu me diras quel âge que ça donne. Donc, ici, j'étais à 4, 5, 10, 11, je devrais tomber à 12. Donc, on va essayer notre programme pour voir un peu comment tout ça fonctionne. Ici, qu'est-ce qu'on me dit? Undeclare A. Ah ouais, oui, c'est vrai, c'est pas A, hein, c'est âge, hein, plutôt. Moi, j'étais déjà changé à A. Donc, c'est plutôt âge, mon affaire. Donc, voilà. Donc, ici, j'avais 4 ans, 5 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Donc, voilà. Un peu la façon d'additionner.
Et là, ben, vous comprendrez que je ne vais pas tous les faire, mais on pourrait dire âge moins égale 3 ou âge égale âge moins 3 ou âge moins moins, moins moins âge. Comprenez qu'on peut le faire autant avec l'addition que la soustraction. Allons-y maintenant avec les multiplications. Je pourrais dire aussi que là, je vais y aller avec de l'argent. On va parler d'argent. En passant ici, les sign unsigned, on n'est pas obligé de les mettre. Par défaut, on va prendre ce que le compilateur est configuré. Il y a des compilateurs qu'on peut configurer avec une valeur par défaut. Sinon, ben, vous prenez pour acquis que c'est 5, ou vous prenez rien pour acquis, puis vous forcez toujours ce que vous avez besoin. Bref, ça dépend de la façon qu'on travaille. Mais je vais y aller cette fois-ci avec un float. Et le float va être un montant d'argent. Donc, je me suis créé une nouvelle variable. Et puis, je vais dire que le montant égale 13,45. Donc, j'ai un article à vendre et c'est 13,45. C'est un montant. Alors, ce montant d'argent-là, je pourrais vouloir le multiplier. Donc, montant égale montant multiplié par 3. Donc, je peux multiplier par 3 ce montant-là. Mais je pourrais également dire montant multiplié égale 3, ce qui est l'équivalent. Un peu à la même manière que j'ai fait l'addition tantôt. Je vais y aller avec un chiffre plus facile, comme 10 $, puis je vais multiplier par 2. Et comme ça, on va être capable de suivre chaque instruction plus facilement. Et puis, je pourrais dire aussi montant divisé égale 2. Ou divisé égale 4, tiens. Donc, 10 fois 2, ça fait 20. Fois 2, ça fait 40. Divisé par 4, ben, je devrais revenir à 10. Donc, on va afficher ici le montant. Par contre, un montant, ça ne s'affiche pas, un float, ça ne s'affiche pas de la même manière qu'un entier. Donc, je vais dire ici, le montant est de... Et puis, la façon d'afficher un float, c'est %F pour float. Et je vais afficher MNT. Donc, on va voir ici que 10 multiplié par 2, multiplié par 2, divisé par 4, ben, on va voir le résultat, mais on s'attend à ce que ça donne 10. Alors, le montant est de 10,00000. Alors, étant donné que j'ai mis %F, c'est ce qui me sort comme valeur, mais on peut formater aussi notre affichage. Je vais afficher le même montant, mais d'une autre façon. Je vais dire 0,2. Donc, réserve aucune quantité d'espace particulière, là. Par contre, après le point, mets-moi seulement une précision de 2 chiffres. Donc, ce que ça donne quand on exécute ça, donc cette fois-ci, on m'affiche 10,00. Je pourrais vouloir aussi afficher, on va dire, je vais afficher un autre chiffre pour pouvoir voir la différence. 123,45 par exemple. Donc, vous voyez ici que j'ai 10, j'affiche 10 et 123,45, mais mes chiffres sont mal alignés ici. Souvent, quand on fait un rapport pour un comptable, on aime bien que les chiffres soient alignés à droite. Donc, comment faire ce genre d'affichage-là? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire réserve-moi 8 espaces pour afficher mon chiffre, dont 2 décimales. Et lui aussi, affiche-le dans un cadre de 8 espaces avec 2 décimales. Donc, on va regarder un petit peu qu'est-ce que ça a comme impact sur mon affichage maintenant.
Là, on voit qu'il a laissé, il y a 8 espaces au total. Il occupe 8 espaces, dont 2 sont réservés pour les décimales, et lui aussi. Donc, de cette façon-là, mes chiffres sont bien alignés à droite. Et puis, j'ai mon rapport comptable. Supposons que j'aurais fait un rapport complet pour un comptable. Ben, le comptable pourrait voir à ce moment-là. Je pourrais aussi rajouter un signe de dollar juste après pour mon comptable. Mon comptable verrait 10 et puis 123 et 45. Donc, lui ici, je pourrais mettre la description des factures et puis là, ben, avoir tout un système comptable et un rapport pour l'équipe de comptabilité avec les chaînes de caractères alignées à gauche et les chiffres alignés vers la droite. On va regarder maintenant des conditions. Comment en informatique, on ne peut pas juste faire des égales, des plus puis des moins. À l'occasion, il faut faire des trucs si une condition est présente ou pas. Donc ici, par exemple, je pourrais dire si l'âge de la personne est plus grande que 18, donc c'est un cas qu'on voit souvent dans nos sociétés. Il y a certains, il y a certaines lois qui sont généralement s'adressent à des adultes et la loi a fixé que l'âge d'être adulte, par exemple, serait 18 ans dans votre pays. Ben là, à ce moment-là, vous pourriez dire, ben, si l'âge est plus grand ou égal, en fait, on peut également avoir 18. Donc, soit qu'on est plus grand ou égal à 18. Là, à ce moment-là, on pourrait écrire print. Ben, vous êtes autorisé. Vous êtes autorisé. Bon, je mets pas mes accents pour le besoin de la cause. Alors que si la condition est fausse, si la personne n'a pas 18 ans et plus, ça veut donc dire qu'elle est mineure. Là, je pourrais à ce moment-là afficher un message à l'écran. Désolé, euh, non autorisé. Évidemment, vous irez avec des messages plus significatifs. Supposons qu'on parlait ici d'un système automatisé dans une épicerie. Euh, Lorsqu'on passe une bouteille d'alcool sur le lecteur de barcode ou le lecteur de code barre, l'ordinateur pourrait informer la caissière, demander l'âge du client. La caissière pourrait rentrer l'âge du client. Et là, on pourrait informer la caissière, désolé, ce client n'a pas l'âge légal pour acheter ce produit, par exemple. Ici, j'ai oublié mon point virgule. Donc, on va ici, désolé, non autorisé, parce que la personne a 12 ans. On se rappelle que la personne avait 4, ensuite 5, 10, 11, 12. On est arrêté à 12. Étant donné que cette personne-là n'a pas 18 ans, eh bien, on ne l'autorise pas à faire ce qu'elle voulait faire finalement. Parce que ce qu'elle voulait faire, c'est réservé à des adultes. On a ici plus grand ou égal qui signifie lorsqu'on atteint cette valeur-là ou plus. Une autre chose qu'on aurait pu faire, c'est si la personne n'a pas 18 ans, donc ce symbole-là ici signifie une négation. Donc, n'a pas, n'est pas égal à 18 ans. Et puis, on peut dire aussi égal, égal. Donc, si la personne a 12 ans, exactement 12 ans, pas moins, pas plus, mais c'est exactement ça. Mais là, on pourrait dire vous êtes autorisé parce que vous avez 12 ans. Ça prend exactement 12 ans. Par contre, si tout est autorisé à tout le monde, sauf ceux qui ont 12 ans, là, à ce moment-là, ici, c'est si
vous n'avez pas 12 ans. Mais là, on se rappelle que la personne a 12 ans. Mais si vous n'avez pas 12 ans, vous êtes autorisé. Dans le cas contraire, vous ne l'êtes pas. Ben là, à ce moment-là, on va voir que ça va écrire désolé, vous n'êtes pas autorisé parce que vous n'avez pas 12 ans. Ça prend 12 ans pour faire ça. Donc, c'est le genre de. Ou c'est le contraire, il faut absolument ne pas avoir 12 ans pour le faire. C'est complètement farfelu, mon affaire. Il n'y a rien dans la vraie vie qui. Ça prend pas 12 ans pour l'avoir, alors qu'à 11 et à 13, on pourrait, hein. Mais c'est juste pour montrer. Souvent, on va l'utiliser dans, en voulant dire si l'âge n'est pas zéro, hein, si c'est pas un nouveau-né, c'est bon, tout le monde peut le faire. Par contre, pour un nouveau-né, on a un petit cas d'exception. Il va devoir faire telle autre affaire. C'est un exemple. Euh, une autre chose qu'on pourrait faire aussi, une autre possibilité qu'on a avec le C dans les conditions, je reste toujours dans les if. On peut dire si l'âge égale 0, vous avez 0. Sinon, vous avez plus. Plus que, vous avez plus que ça, hein. Donc ici, le égal, c'est une façon de confirmer qu'une personne a exactement 0. Je vais l'exécuter parce que je vais vous montrer quelque chose après. Là ici, je pense que je vais enlever ou je vais mettre un petit quelque chose juste pour qu'on voit un peu où on est rendu, là. Je vais mettre des petits traits d'union, juste pour faire une séparation, parce qu'on commence à avoir beaucoup de choses à l'écran. Donc après ma séparation, c'est les deux if. Il y en a un, on dit qu'il est autorisé, puis le deuxième, vous avez plus que ça. Donc c'était ici, vous avez plus que ça. Ou même que lui, ici, je vais l'enlever. On n'en a plus besoin pour les besoins ici, là. Si âge égale 0, parce qu'on sait que la personne a 12 ans. Si on le sait, on l'a vérifié. On dit si l'âge est 0, vous avez 0. Sinon, ça va vous afficher, vous avez plus que ça. Donc là, on se souvient ici qu'on a, ça nous affiche, vous avez plus que ça, parce qu'on sait que la personne a 12 ans. Si on met un seul égal, et là, c'est ça que je veux vous expliquer. On va l'essayer comme ça, puis je vais l'expliquer après. Si âge égale 0, et puis là, ici, ça dit que vous avez plus que ça. Parce que âge égale 0, c'est une assignation. En fait, il faudrait que j'affiche l'âge après. Je vais afficher l'âge après pour vous montrer un peu le pourquoi de l'affaire. On recommence. Bon, en fait, on était rendu à 13, je m'en souvenais pas. Vous avez maintenant. Ah non, en fait, c'est mon âge plus, parce que c'était 12 ans, notre histoire. Donc ici, on se rappelle la personne de 12 ans. Vous avez plus que 0, en fait. Et puis après, on dit vous avez 12. Mais si je mets un seul égal, qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est que après, mon âge est à 0. Parce que le égal, c'est une assignation. On met le chiffre 0 dans âge. Alors que égal, égal, on ne va pas mettre le chiffre 0. On compare si le contenu en mémoire qu'on a nommé âge est égal à 0. Le égal, égal, ça compare. Alors que quand on fait âge égale if, âge égale 0, ce qu'on fait réellement, c'est qu'on met 0, c'est qu'on fait âge égale 0. Et si ça s'est bien passé, cette opération-là, donc true, ça s'est vraiment bien passé, là, à ce moment-là, on rentre dans la boucle
avec la valeur 1, par exemple, le 1 qui serait false, ben là, à ce moment-là, on afficherait ici. Par contre, on aurait mis 0 dans âge. Et là, c'est pas ça qu'on voulait faire parce qu'à partir de maintenant, l'âge de la personne, c'est 0. On vient de modifier son âge. Et, et vu que la modification s'est bien passée, le code de retour fait en sorte qu'on ne branche pas au bon endroit dans notre if. Parce qu'ici, n'oubliez pas qu'on fait une assignation et c'est le résultat de cette opération qu'on vient de vérifier. Et non, on n'a jamais vérifié si l'âge était vraiment 0. On a plutôt été mettre 0 et comme ça s'est bien passé, ben là, on branche dans le if. Donc ça, c'est une erreur qui arrive assez souvent quand on débute. On met un seul égal. Notre programme est très complexe, il est rendu long et on se demande à quel endroit la valeur en mémoire a changé. Pourquoi on ne branche pas au bon endroit dans notre condition? Et puis là, plus tard, ça peut prendre beaucoup de temps, des fois, de se rendre compte qu'on a mis un seul égal. Parce qu'un seul égal, ça ne donne pas d'erreur de compilation, ça ne donne pas d'erreur d'exécution. C'est parfaitement valide. Par contre, ça ne fait pas tout à fait ce qu'on voulait. Il ne faut pas oublier de mettre deux égales dans ce temps-là. Une autre chose intéressante, on peut dire si âge égale 0 ou âge égale 1. Donc on pourrait vouloir vérifier deux choses. Vous avez 0 ou 1. Donc si âge on comprend âge, on dit est-ce que c'est 0 ou est-ce que c'est 1. Puis si c'est le cas, là, un ou l'autre, parce que ça ici, ça veut dire ou, et bien à ce moment-là, on va dire ben, vous avez 0 ou 1. Sinon, ben, c'est parce que vous avez autre chose, hein. Donc, dans notre cas ici, ça nous a affiché vous avez plus que ça, parce que c'est pas 0 ou 1. Mais on pourrait dire si vous avez 11 ans ou 12 ans, euh, ben vous avez 11 ou 12. On ne sait pas exactement, mais on sait que la personne a 11 ou 12 parce que c'est ce qu'on vérifie ici. Vous avez 11 ou 12, donc c'est bon. Donc ça fonctionne. Et on pourrait dire également et, ben ça ne fait pas de sens. On ne peut pas avoir et 11 et 12, mais on pourrait vérifier avec température. Donc si vous avez 12 ans et que la température extérieure est plus petite que 0, il fait trop froid, pour vous, hein. Il fait trop froid. Donc, on pourrait être plus petit. On suppose là, qu'on est en train de faire un logiciel pour une garderie, par exemple, et la gardienne nous a dit j'aimerais ça que si mon enfant a moins 12 ans et moins et qu'il fait froid à l'extérieur, ben que le logiciel m'avise sur mon cellulaire attention, c'est trop froid aujourd'hui pour les tout petits, hein. Donc attention, trop froid pour les petits. Donc la gardienne serait informée, par exemple, euh, de faire attention parce que les moins de 12 ans, on ne peut pas les exposer au froid pour X raisons. Donc, ce serait, là, à ce moment-là, on aurait le et. Attention, trop froid pour les petits, parce que la personne a 12 ans et moins, et la température extérieure, elle est plus petite. Donc ici, ça, c'est la façon de faire une condition avec un et. Tantôt, on avait le ou. Et puis, voilà, ça complète pour aujourd'hui. Donc, vous avez un peu une meilleure idée de ce qu'est le binaire, ce que représente une information, comment on joue avec des octets en mémoire et un peu les conditions. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai un peu plus comment on joue avec des fonctions et d'autres choses intéressantes en C. Merci. Et en introduction en général. Parce que vous allez remarquer que ce que j'ai introduit ici aujourd'hui, quand vous allez arriver en PHP ou en Python,
ou dans un autre langage, euh, parfois le concept est exactement le même. Le concept des bits d'un octet, d'aller porter quelque chose en mémoire, c'est pas mal la même chose, là. Quand vous savez programmer, généralement, vous arrivez avec un nouveau langage. Eh ben là, il y a des petites différences au niveau de la syntaxe. Certains langages, ça va être des brackets carrés comme ça. Certains langages voudront pas de point-virgule à la fin. Mais bon, là, à ce moment-là, ça devient des petits ajustements sur le langage. Mais ça donne le fait d'apprendre ici et de bien maîtriser le C. Après ça, ça va vous ouvrir beaucoup de portes vers d'autres langages parce que vous allez avoir une si bonne compréhension, une si bonne base, qu'ensuite apprendre un autre langage va devenir plus facile pour vous. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.